Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode sur les 5 pires erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé l'IMO. La première qui est assez classique, ne pas savoir qu'on peut gagner du cash flow. Alors au début, je n'avais pas vraiment compris qu'on pouvait gagner du cash flow. Alors c'est encore possible dans ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui ne comprennent pas vraiment cet aspect cash flow ou même qui ne comprennent pas comment faire. Et c'est tout à fait normal. Tant qu'on n'a pas fait de cash flow, on ne se rend pas compte qu'on peut en faire et on ne se rend pas compte de qu'est-ce qui marche quand on peut faire du cash flow. Donc le cash flow, c'est l'excédent brut de trésorerie. Grosso modo, vous prenez ce que vous encaissez, votre loyer, donc les loyers que vous touchez, et vous allez enlever toutes les charges, dont le remboursement de l'emprunt avec un emprunt à 110%. C'est-à-dire vous empruntez non seulement la valeur du bien, mais aussi les frais de notaire qui sont de 8%, les frais de cautionnement généralement bancaires qui sont de 2%, et les travaux, les frais d'agence, etc. Donc au début, vu qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui peut générer du cash flow, on va se dire que c'est pas possible et même on va un peu avoir peur de ça parce qu'on va se dire que c'est trop beau. Donc on va regarder par exemple autour de soi et ça c'est un autre point qu'il y a derrière. On va se rendre compte que lorsqu'on achète un bien immobilier, potentiellement on peut rembourser un peu moins cher qu'un loyer. Donc si on est à Paris, par exemple un loyer peut être de 2 600 € et on peut rembourser 2 300 € tous les mois. Et on va se dire tiens, c'est vachement bien, je rembourse un emprunt moins cher que si je paye un loyer. Du coup, tant mieux, je ne jette pas l'argent par les fenêtres. Alors il y a même le cas où en fait le remboursement d'emprunt est de 3 000 €, voire de 4 000 € et on se dit ok, au pire des cas, je ne jette pas l'argent par les fenêtres. Alors, cette première technique, en fait, elle est assez vraie. La problématique qu'il y a derrière ça, c'est qu'on n'est pas dans un état d'esprit vraiment investisseur. On va se dire, on n'a pas confiance dans sa faculté à finalement générer de l'argent en faisant des investissements. Et quand on regarde autour de nous, on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc autour de nous, c'est généralement Paris. Ça, c'est le deuxième point. Je vais faire une liaison directe avec. Le deuxième point, c'est croire que l'immobilier ne concerne que Paris. Donc là, je parlais de Paris, c'était dans mon cas. Donc moi, je suis parisien, j'habitais Paris 15e. Et pour moi, l'immobilier, c'était Paris. En dehors du périphérique, alors moi vraiment gros cliché au début, ça n'existait pas trop. En fait, moi dans ma tête, il y a des grandes villes qui existent, donc Los Angeles, Paris, Londres, etc. Mais en dehors de Paris, ok, j'allais chez mon père en Bourgogne-Franche-Comté, mais c'était pas une zone que je regardais pour l'immobilier, parce que surtout quand je regardais autour de moi, ça m'intéressait pas trop. Et moi je me suis dit, ok, c'est Paris où je veux faire des investissements, c'est ça que je connais, etc. Alors qu'en réalité, donc Paris, ça peut être intéressant pour certains aspects, mais Paris, ça coûte excessivement cher au prix au mètre carré. Du coup, quand vous faites des locations, c'est très rare, voire impossible de finalement générer du cash flow quand vous êtes à Paris. En gros, vu qu'on est dans ce secteur-là, on ne connaît que ça, on se dit que c'est la réalité pour toute la France. Alors que pas du tout. Par exemple, vous avez des appartements qui sont à 20 000 €, vous avez des maisons qui sont à 20 000 €, vous avez des immeubles qui sont à 100 000 €. Ça, il faut le garder en tête. Quand je vous dis ça, il y en a quand même beaucoup qui vont se dire, mais attendez, attends Victor, c'est pas possible. Allez sur le Bon Coin ou allez sur Se Loger, faites une recherche sur la France entière, mettez 100 000 € et regardez ce qui tombe. En termes d'immeubles. Vous mettez immeuble, 100 000 €, vous allez voir, il y en a plein qui tombent. Alors après, effectivement, ça ne ressemble pas à la rue, je sais pas, à la rue de Rennes à Paris ou la rue des Champs-Élysées. Les immeubles, c'est peut-être pas des immeubles haussmanniens et peut-être que c'est pas aussi attractif et c'est de là d'où vient finalement le cash flow. Votre cash flow va venir en prenant des risques et après, il va falloir associer alors soit des risques, soit des nouvelles offres de services. Nouvelle offre de service, ça va être de la colocation, par exemple. Des personnes qui ne sont pas en faculté aujourd'hui de louer un studio avec au prix que c'est, par exemple, à Paris ou à côté des grandes villes. Donc, par exemple, Lormont à côté de Bordeaux, Villeurbanne à côté de Lyon. Et ils vont se dire, OK, je suis OK de louer une chambre parce qu'en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas les moyens, en fait, de louer un appartement, de couvrir non seulement la location et en plus le prix de l'électricité, le prix du chauffage, le prix de l'eau, etc. Du coup, là, on propose un autre service, on rend accessible des logements qui ne sont pas accessibles pour une gamme de population. De la même chose, pour le Airbnb, c'est pareil. Il y a des personnes qui veulent aller dans des endroits, ils trouvent que les hôtels, c'est pas forcément, il n'y a pas de cuisine dans un hôtel, donc ils ont besoin de ce service cuisine. Et en plus, il n'y a pas l'aspect un peu plus, on est chez soi, et potentiellement les hôtels qui font ça coûtent plus cher. Donc on offre une nouvelle gamme de services qui est accessible. Du coup, l'immobilier ne concerne pas que Paris, il faut aller dans d'autres zones pour regarder si c'est intéressant quand vous voulez faire du cash flow. Ce que je n'avais pas compris, c'est que Paris
donc pari de cash flow négatif souvent. Cash flow négatif vous empêche en fait de comprendre le système de la dette et de continuer à vous endetter, voire même de vivre de votre immobilier, assez vite et surtout de ne pas vous rajouter des charges supplémentaires avec, de l'immobilier. Quand j'ai commencé, l'IMO à Paris, j'ai des investissements, mes premiers donc sont assez souvent mes anciennes résidences principales, sont à cash flow, négatif et là maintenant, je me retrouve à pouvoir avoir du cash flow positif. Pourquoi? Parce que j'ai pu, rembourser ou j'ai pu changer l'exploitation, mais ça m'a pris 5 à c'est un peu plutôt 10 ans de pouvoir faire ces évolutions-là. Ne pas connaître le vrai coût d'un invest. Donc ça, c'est le point numéro 3. Le vrai coût d'un invest, on va avoir tendance à, comment dire, le minimiser. C'est-à-dire que on va regarder le prix du bien, on va juste partir du prix du bien, on va regarder sur meilleur taux à combien ça fait de mensualité et on va éviter en fait tous les autres coûts associés. C'est normal parce qu'on va essayer de se convaincre que ce qu'on fait c'est bien et on va pas essayer d'avoir une marge trop importante à franchir au début et on va essayer de se rassurer pour passer à l'action. Du coup, on va se dire: «OK, bon, bah, finalement, mon appart, s'il me coûte 1 000 € par mois à rembourser, ça va». Sauf qu'on a oublié plein de trucs. Le coût total, d'un prix du bien, ce que je vous ai dit un petit peu au début, c'est le prix du bien plus les frais de notaire 8 plus les frais bancaires 2 ça, c'est généralement le cautionnement de l'hypothèque, plus les frais d'agence, plus les travaux. Et lorsqu'on fait le coût total, finalement, un bien qui vaut 100 va valoir 110 voire 120 voire 130 du prix quand on prend tous les coûts qui sont associés. Et là, quand on a ça, ça va augmenter grandement le remboursement d'emprunt qu'on va avoir tous les mois. Et ça, on ne veut pas faire face à ça. Pourquoi? Parce qu'on a envie de tout croire pour se dire: «Ouais, mon investissement, il n'est pas si mauvais que ça», alors qu'au fond de soi, on sait que le truc n'est pas vraiment ajusté et on sait qu'on ne génère pas vraiment de cash flow et qu'on devrait y passer plus de temps. En fait, on essaie de minimiser, notre temps qu'on va passer à faire les recherches, à faire des négociations, et cetera. On passe au point numéro 4, sous-estimer les travaux. Alors ça, c'est fantastique. Je l'ai fait pour mon premier investissement, je me rappellerai toujours de l'échange avec mon père. Donc j'ai acheté un appartement dans le 15e à Paris, j'en ai fait une colocation. Alors au début, c'était directement une coloc et en faisant, en gros, comment est arrivée cette histoire d'investissement? Je m'étais dit: «Zut», donc j'étais en banque d'affaires, je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose, les prix de Paris n'arrêtent pas d'augmenter». Donc là, c'était la phase où, vraiment, Paris, ça prenait beaucoup de valeur et je me suis dit: «Mais je vais jamais réussir à investir, enfin à rester habité à Paris». En plus de ça, c'est le moment où j'ai découvert le mouvement FIRE, où j'ai compris qu'il fallait que j'investisse 1-2 millions d'euros pour réussir à m'en sortir. Bon, j'avais pas encore compris qu'il fallait du cash flow à 4. Je m'étais dit: «OK, je vais investir pour au moins avoir de l'argent dans le temps», ce qui est la première étape finalement, l'étape à laquelle vous pouvez penser aujourd'hui, ce qui est mieux que rien. Et puis il y avait pas toutes ces informations, je n'avais pas compris tout ce que je sais aujourd'hui. Du coup, là, je regarde, je trouve un appartement, donc un 54 carrés à côté du métro Pasteur, à Paris et je me dis: «Tiens, c'est pas mal». En même temps, j'avais un pote, d'école d'ingénieur qui était toujours en école d'ingé lui, qui alors c'était un pote de prépa qui était en école d'ingénieur et je me dis: «Tiens, je vais, faire une coloc avec lui» et en même temps, j'avais déposé un dossier et mon dossier a été refusé. On avait déposé un dossier pour un appartement, dans le 15e à côté de mon espace de coworking là, donc en face du parc Georges Brassens et là, je me suis dit: «Ah zut, c'est refusé» et ça a été le petit coup supplémentaire. Donc entre FIRE, entre me dire que les prix augmentent et entre me dire que je me fais refuser, un appartement locatif, je me suis dit: «OK, je vais acheter» et d'ailleurs, à ce moment-là, je trouve cet appartement-là et je me dis: «Bon, je fais venir un artisan, on regarde pour les travaux». Là, je me dis: «Bon, on va mettre 20 000 € de travaux». Je vois avec l'artisan qui me dit qu'il allait mettre 40, que ça allait coûter 40 000 € de travaux. Et là, je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, on va acheter le truc et je vais faire moi-même les travaux, ça m'intéresse, je vais faire la cuisine, je vais refaire la peinture et cetera» et je dis ça à mon père, à ce moment-là. Alors je me rappelle très bien, j'étais en train de faire de l'équitation. Alors je suis très mauvais en équitation, mais la fille à qui j'étais à l'époque, était accro à l'équitation et j'appelle mon père, il me dit: «Ah Victor, écoute, les travaux, ça va pas être ton truc, tu vas te retrouver dans un chantier qui va jamais être terminé. De temps en temps, il vaut mieux payer quelque chose pour que ce soit fait plutôt que le faire soi-même». Et franchement, il m'a sauvé. Alors pourquoi? Parce que moi, dans tout mon budget, j'avais prévu d'économiser 20 000 € parce que j'allais moi-même faire les travaux, mais non, absolument pas. Et il y a la même chose quand vous faites des investissements locatifs. Alors je le vois beaucoup, je sais que ça demande de l'énergie, mais il y a plein de modèles et moi je partage plein de choses pour pouvoir faire ça. Ça coûte de l'énergie de savoir exactement ce qu'on veut dans un appartement. Oui, de connaître le nombre de prises, oui, la couleur des murs, oui, l'agencement de la pièce, de dire exactement ce qu'on veut, ça demande de l'énergie, ça demande de la réflexion. C'est tout à fait vrai. Sauf que vous n'allez pas réussir à faire autrement que de faire ça. Parce qu'il y a un moment, il va forcément falloir décider la couleur des murs, où sont les prises, où sont les interrupteurs, où sont les prises dans votre cuisine, à quoi va ressembler le parquet ou le sol, et cetera. Il va falloir le faire. Donc autant que vous le fassiez, il y a plein de modèles qui existent, que moi je partage, qui vous permettent finalement de faire cette demande de travaux que vous allez ensuite pouvoir pricer avec un artisan. Et après, surtout ne sous-estimez pas les meubles. Oui, on va essayer de trouver des solutions pour se dire: «Non, mais on va pouvoir économiser parce qu'il y aura pas ça, il y aura pas ça». Alors qu'en réalité,
faites vraiment la liste de tous les meubles dont vous avez besoin et après vous allez voir potentiellement dans le temps ou en fonction de la location que vous allez faire, comment ça va être exploité. Est-ce que vous allez pouvoir trouver des deals ou trouver d'autres façons de le faire ou peut-être espacer certains invests, mais en tout cas, ne négligez pas tout ça pour avoir un vrai coup d'invest. Il faut avoir une vision globale et totale. Et c'est ce qui va en plus vous permettre de diminuer vos coûts de travaux parce que vous allez pouvoir avoir des bonnes demandes pour vos travaux et aussi d'avoir en fait, de packager et de gagner du temps. Parce que sinon, vous allez devoir répondre à ces questions-là beaucoup plus tard pendant le chantier. C'est-à-dire que votre artisan, si des choses ne sont pas claires, il va vous appeler. Alors, soit il ne va pas vous appeler, il va directement faire les travaux tels que lui, il pense que c'est bien, c'est peut-être pas ce qu'il y a dans votre tête. Et à la fin, ça peut mener à des trucs un peu catastrophiques. Ou sinon, il va vous appeler peut-être 2 fois par jour pour dire, au fait, là, la prise, on la met où? Au fait, là, le truc, on met où? Etc. Alors qu'en fait, votre objectif, ça va être d'avoir un plan du bien avec des photos du bien en 3D. Vous pouvez utiliser Cozy Casa pour faire ça. Et de l'imprimer et de le mettre dans chacune des pièces. Si vous avez besoin d'énergie pour faire tout ça, venez dans le coaching, franchement. On vous aide à faire tout ça et on vous apporte l'énergie et le réconfort nécessaire. On vous montre aussi ce qui doit être fait pour que ça fonctionne bien de votre côté. Et finalement, ça avance assez vite quand on le fait en équipe. Ça, c'est top. 5e point, c'est ne pas avoir des potes IMO. Alors, ça m'a pris longtemps de le faire et encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je dois travailler, que ce soit sur le business, que ce soit sur l'IMO. C'est-à-dire des personnes qui évoluent, qui ont déjà fait ce que vous voulez faire, qui sont à l'étape d'après et il y en a plein et pour pouvoir les appeler. Moi, j'étais seul dans mon coin, je faisais mes trucs, j'apprenais. Alors que franchement, aujourd'hui, il y a des gens qui vont correspondre à qui vous voulez. C'est-à-dire des gens avec qui vous allez devenir potes, vous allez pouvoir prendre des cafés, pouvoir vous appeler. Vous allez avoir des connexions. Même si vous êtes particulier, c'est très bien, vous allez trouver des gens qui sont comme vous et avec qui vous allez apprécier d'échanger. Et il vous les faut parce que sinon tout seul, même aujourd'hui, donc il y a accès à beaucoup plus d'informations. Vous avez Google, vous avez YouTube, vous avez ChatGPT, vous pouvez demander des choses. Mais en réalité, c'est pas totalement parfait. De temps en temps, vous avez besoin d'échanger avec quelqu'un pour avoir un contact humain, avoir des histoires, avoir des retours, avoir des avis et surtout avoir des solutions qui ne sont souvent pas partagées par le grand public. Donc il y a le cas, par exemple, quand on a des enjeux avec Airbnb quand on est à Paris, il y a le cas qu'on est en train de faire des investissements spécifiques. Les informations ne sont pas accessibles partout. Pourquoi? Parce qu'indirectement, on est un peu en compétition tous ensemble. Donc moi, je ne vais pas vous dire, par exemple, la ville où je fais beaucoup d'investissements en ce moment. Par contre, ceux qui sont dans mon coaching, je vais le dire. Pourquoi? Parce que c'est un nombre de personnes restreint. Si je partage ça maintenant sur LinkedIn, je vais avoir 300 000 vues de personnes qui vont, dont peut-être une vingtaine qui vont revenir investir dans la même ville. Là, tout de suite, ça va faire augmenter les prix et ça va jouer contre moi. Bref, avoir un bon réseau de potes IMO, venez, ça c'est ce qu'il faut. Il y a les Drinkfire, là il y en a un qui a lieu normalement une fois par mois. N'hésitez pas à aller sur le groupe Meetup ou sinon contactez-moi et on fait ça tous ensemble. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer, vous, les pires erreurs que vous faites sur l'investissement IMO. Je suis très content d'échanger avec vous sur LinkedIn ou sur Insta. Merci beaucoup, à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de la retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.